l'Algérie. L'ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika Abdelmalek Sellal a été écroué jeudi par un juge d'instruction. C'était après son audition dans le cadre d'enquête anticorruption. Descente du président malier sur les lieux de la tuerie du village d'Ogon de Sobaneda dans le centre du Mali. L'État est appelé à agir dans cette région pour enrayer un cycle de violence intercommunautaire. Deuxième victime du virus Ebola dans l'ouest de l'Ouganda, l'éplorée est la grand-mère du garçonnet de 5 ans décédé du virus 24 heures plus tôt. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Descente du président malien sur le lieu de tuerie du village d'Ogon de Sobaneda dans le centre du Mali. L'État est appelé à agir dans cette région pour enrayer un cycle de violence intercommunautaire de plus en plus incontrôlable. Reportage. Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, est allé s'enquérir des réalités jeudi. La tuerie dans la soirée du 9 juin dans ce village de la zone de Bandiagara a fait 35 morts, dont 24 enfants, selon un dernier bilan. Le chef de l'État a quitté dans la matinée la capitale à la tête d'une forte délégation comprenant le cardinal Jean Zerbo, le pasteur Marc Goïta et 6 ministres, selon la présidence. Pour ce faire, le chef de l'État a dû écourter une visite officielle à Genève. Lors du Conseil des ministres mercredi, le chef de l'État a proclamé un deuil national de 3 jours et le gouvernement a révoqué le gouverneur de la région de Mopti où se concentre l'essentiel des violences dans le pays. Quelques heures auparavant, une nouvelle attaque visant 2 villages, essentiellement d'Ogon du secteur de Bankas, plus au sud, faisait au moins 2 morts et des blessés. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité mercredi, le chef de la mission de l'ONU au Mali a affirmé que le cycle infernal de la violence devait être arrêté afin d'éviter que chacun ne se fasse justice par lui-même. Il a appelé à une accélération de la maîtrise de l'action sécuritaire de la part du gouvernement. La tension est plus que palpable en RDC. Près de 300 jeunes du parti de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, mettent en garde les partisans du président Félix Tshisekedi. Ils entendent protéger contre les violences sur les élus de la majorité parlementaire pro-Kabila en République démocratique du Congo. Reportage. Des manifestants du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, coiffés de bérets rouges ou de foulards jaunes noués autour de la tête, ont manifesté à l'endroit précis où 2 jours plus tôt, des partisans du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, avaient brutalisé des élus de la majorité. Nous mettons en garde l'UDPS par rapport à cette barbarie. Nous ne sommes pas des violents, mais nous leur disons ceci, que trop c'est trop et qu'ils cessent le plus tôt possible. À leur retour, des heurts ont éclaté sur la route qui mène vers le quartier Limité, fief de l'UDPS qui abrite aussi le quartier général national de la jeunesse du PPRD. Il y a un fonds politique, c'est le PPRD. Le PPRD champion des cabales. C'est le PPRD qui a fait ça. De la même façon qu'ils ont fait ça en 2016, ils ont attaqué les permanences de l'UDPS. Ce mardi à Lubumbashi, dans le sud-est, des combattants de l'UDPS avaient saccagé le siège du PPRD, selon plusieurs témoignages. Ces tensions ont éclaté alors que la coalition parlementaire pro-Kabila et celle favorable au président Tshisekedi peinent à se mettre d'accord sur de nombreux sujets, dont la composition du prochain gouvernement. L'opposant Martin Fayulu n'a pas manqué de pointer la responsabilité de tous les écueils du pays. Monsieur Félix Tshilombo et Joseph Kabila ont assassiné l'état de droit en faisant de la corruption le seul véritable salaire du juge et du magistrat. Ils ont détruit la nation en faisant de la fraude et de la tricherie les 2 grands principes de vie en République démocratique du Congo. À l'issue des élections générales de décembre 2018, qui avait donné l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle, les pro-Kabila avaient gagné la majorité écrasante des sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux assemblées provinciales et à la direction des provinces. Deuxième victime du virus Ebola dans l'ouest de l'Ouganda. La victime est la grand-mère du garçonnet de 5 ans décédé du virus 24 heures plus tôt à Beira dans l'est du pays.
Ebola a encore frappé en Ouganda et cette fois à Bwera, dans le district de Kasese, frontalier de la RDC. Les 2 victimes avaient assisté avec d'autres membres de la famille aux obsèques en République démocratique du Congo d'un proche décédé d'Ebola. Toute la famille était rentrée en Ouganda où le ministère de la Santé les avait placés en quarantaine après avoir diagnostiqué une contamination de 2 enfants de 5 ans et 3 ans et de leur grand-mère âgée de 50 ans. 8 autres personnes qui ont été en contact avec les victimes ont également été placées en observation à l'isolement. Au total, ce sont 27 personnes qui ont été mises sous stricte surveillance selon l'Organisation mondiale de la santé. De ces 3 premiers cas de contamination enregistrés en Ouganda, 2 ont donc abouti au décès des malades. L'enfant a été inhumé mercredi et sa grand-mère devait l'être jeudi. Selon l'OMS, l'Ouganda a déjà vacciné près de 4 700 membres du personnel de santé avec un vaccin expérimental. Une nouvelle campagne de vaccination devrait se tenir ce vendredi selon le ministère ougandais de la Santé pour protéger des personnels de santé supplémentaires. Le principal défi des autorités ougandaises face à l'épidémie est la porosité des 875 km de frontières communes avec la RDC, malgré les contrôles sanitaires mis en place aux postes frontières. L'Ouganda a déjà connu des épidémies d'Ebola. La plus récente remonte à 2012. L'ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, Abdel Malek Salel, a été écroué jeudi par un juge d'instruction. C'était après son audition dans le cadre d'enquêtes anticorruption. Reportage. Il s'agit du 2e Premier ministre de l'ancien chef d'État envoyé en prison en 2 jours. Mercredi, en effet, un juge a placé en détention préventive Ahmed Ouyaya, 4 fois chef du gouvernement en Algérie, dont 3 fois sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. L'ex-premier ministre algérien Selal est entendu jeudi dans le cadre d'une enquête pour corruption par un juge d'instruction de la Cour suprême compétente pour instruire les faits commis par de hauts responsables dans leurs fonctions. Selal figure avec Ouyaya et Zalan parmi les 12 anciens ministres et préfets dont le parquet d'Alger a annoncé avoir transmis les dossiers fermés à la Cour suprême dans le cadre des enquêtes visant Ali Haddad, ancien patron des patrons et PDG du numéro 1 privé des travaux publics en Algérie, notamment pour des faits présumés de corruption. La Tunisie, l'Algérie et l'Égypte ont condamné ce mercredi les flux continus d'armes et de combattants terroristes étrangers en Libye. Dans ce pays, le processus politique est dans l'impasse depuis le début de l'offensive de début avril du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli. Les détails. Nous condamnons l'afflux continu d'armes en Libye de la part d'acteurs régionaux et d'autres. Cela en contradiction flagrante avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela ravive le conflit et empire la souffrance du peuple libyen. Les chefs de la diplomatie de ces 3 pays voisins se sont à nouveau réunis à Tunis pour discuter du développement de la situation en Libye voisine. Ils ont exprimé aussi leur profonde préoccupation des flux des combattants terroristes étrangers en Libye. Depuis le lancement début avril d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de Tripoli, plusieurs arrivées d'armes ont été signalées au profit des camps rivaux, dont les forces loyales au gouvernement d'union nationale de Faez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale en dépit de l'embargo sur les armes décrété par l'ONU. Dans un récent rapport, le comité des experts de l'ONU chargé de contrôler cet embargo a indiqué pour sa part enquêter sur l'implication possible des Émirats arabes unis dans le lancement en avril de missiles sur des unités fidèles à Tripoli. Les troupes du maréchal Haftar sont toujours bloquées aux portes de Tripoli. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé au 9 juin, 653 personnes ont été tuées depuis le début de cette offensive sur Tripoli, dont 41 civils et 3547 blessés, parmi lesquels 126 civils. D'après l'ONU, les combats ont aussi fait 91 000 déplacés. Ces jours sont désormais comptés à Londres. La demande d'extradition vers les États-Unis de Julian Assange, certifiée par le ministre britannique de l'Intérieur. Reportage.
Julian Assange a été emprisonné à Londres et accusé d'espionnage par Washington. La certification de sa demande d'extradition fait partie de la procédure, les États-Unis ayant formellement requis ce mardi l'extradition du fondateur de Wikileaks. L'homme a été condamné le 1er mai par la justice britannique à une peine de 50 semaines de prison pour violation des conditions de sa liberté provisoire. En effet, il a été appréhendé le 11 avril dans l'ambassade d'Équateur où il était réfugié depuis près de 7 ans. Le juge ne regrette pas avoir signé cette certification car, dit-il, c'est une demande légitime d'extradition et la loi britannique doit être respectée. Il appartiendra toutefois, au final, au ministère de l'Intérieur d'appliquer ou pas la décision de justice. Une audience est prévue ce vendredi devant le tribunal londonien de Westminster à laquelle l'accusé ne devrait pas être présent. S'il l'est, ce sera par visioconférence. Les États-Unis reprochent à l'Australien d'avoir mis en danger certaines de leurs sources lors de la publication en 2010 par Wikileaks de 250 000 câbles diplomatiques et d'environ 500 000 documents confidentiels portant sur les activités de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Au Bénin, le journaliste Franck Koutchébé a procédé ce mercredi au lancement de son ouvrage intitulé « Le journalisme et moi ». Il y retrace son parcours 20 années durant de fatigue professionnelle. Reportage. Le journalisme et moi, 20 ans d'enquête sur le terrain. C'est le titre de l'ouvrage que vient de mettre sur le marché livresque le journaliste béninois Franck Koutchébé. Dans cet ouvrage de plus de 200 pages, le journaliste retrace son parcours dans le monde des médias, ainsi que les affaires qu'il a dénoncées dans l'exercice de sa profession, dont l'affaire Amani, l'affaire Titan, celle des frais de justice criminels et bien d'autres. Ce livre présente, selon l'auteur lui-même, ses plus beaux faits d'âme en qualité de journaliste. Mais selon moi, le premier article véritable de Franck Koutchébé, c'est dans le matinal numéro 1043 du 2 août 2001. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la première fois qu'on évoque ce qu'on appelle l'affaire de frais de justice criminels. Et j'ai à côté de moi la personne par qui ce célèbre scandale est arrivé. Il faut quand même rappeler qu'à l'issue de ce scandale, on a près de 9 magistrats qui sont révoqués. Le présentateur a parlé tout à l'heure de l'affaire Fraisier criminelle. C'est mon plus grand espoir en matière de presse. J'ai pensé à cet ouvrage juste parce que je me suis dit, depuis 6 ans environ que j'ai été porté à la tête de l'Union, je n'ai pas eu le temps réellement de me consacrer à l'actualité, à la question de la bonne gouvernance, comme j'aime bien le faire depuis 1998. Je voudrais aussi souhaiter que les jeunes, ceux qui sont venus après nous dans la profession, s'en inspirent et que nous laissions un peu les comptes rendus et que nous travaillons beaucoup plus sur les sujets d'investigation. Les qualités et la rigueur de Franck Koutchébé ont été révélées au grand jour à travers cet ouvrage et saluées par d'éminentes personnalités venues l'encourager. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.